Vous écoutez la balado Collatéraux. Aujourd'hui, on reçoit Catherine Ménard-Jolin qui nous parle de son parcours et de Rue Bernadette, un projet d'art et d'artisanat où elle expérimente des techniques ancestrales à partir de ressources naturelles. N'hésitez pas à partager et à nous soutenir via notre compte Patreon. Il y a une histoire, un background familial un peu qui est relié à ça. Rue Bernadette. Bernadette, en fait, c'est mon nom de famille à la naissance. Puis c'est aussi le nom de la rue sur laquelle j'ai grandi étant toute petite. Puis en fait, je faisais un peu un lien entre la création puis notre enfance un peu. Parce que je pense que plus on vieillit, ben, en tout cas, ça dépend des gens, mais j'ai l'impression que plus je vieillis, puis plus je me rapproche de choses que quand j'étais petite, je faisais déjà ou que j'avais déjà un intérêt. Puis je trouvais ça intéressant de faire ce parallèle-là. Mais rue Bernadette, en fait, pour moi, c'est vraiment juste un chemin qui se construit à chaque pas. Tu sais, il n'y a pas d'objectif. Ouais, il y a des objectifs précis, mais c'est Toujours plus... te ramener à toi, dans le fond. Oui, exactement. Rue Bernadette, c'est le point de départ. Puis après ça, c'est de voir où ça va m'amener En faisant des tentatives, dans le fond. en faisant mes tentatives. Exactement. Dans le fond, rue Bernadette, pour moi, c'était une façon de créer un projet qui faisait en sorte que je restais vraiment libre dans la création parce que évidemment que j'ai une passion pour le vêtement, mais j'ai aussi beaucoup d'intérêts autres que le vêtement. Mais d'une certaine façon, ça me rallie toujours au textile. Fait que je voulais être capable d'explorer des nouveaux environnements, de voyager, de pas toujours être à la même place, puis de pouvoir partager, dans le fond, mes expérimentations textiles ou autres, écrits, photos, recettes, dans le fond, juste de vraiment c'est ça, partager ce que j'aime. Puis ça a toujours été pour moi vraiment important de recycler le textile. J'ai commencé en design à l'UQAM, en design de mode. Puis le cours en soi, je trouvais qu'il était, en tout cas à cette époque-là, il n'était pas encore axé vraiment sur la mode éthique. Puis il y avait vraiment beaucoup, tu sais, il fallait qu'on fasse des prototypes, qu'on fasse le produit final. Il y avait En tout cas, je trouve beaucoup de pertes de matériel. Puis je me suis un peu dissociée du cours. Puis j'ai été finalement faire un DEP en confection sur mesure et retouche, dans le fond, pour me donner plus l'aspect technique, dans le fond, que j'avais pas au début pour pouvoir coudre puis réaliser mes projets puis mes créations. Puis, c'est ça, j'ai voyagé un peu, puis là, je suis arrivée à Ormstown, une petite ville dans le fond, c'est dans le Haut-Saint-Laurent, en Montérégie. Un milieu pas mal agricole, anglophone, puis ça a commencé là, en fait, parce que je suis arrivée chez mon copain, puis on a construit un atelier dans le grenier de la maison. Puis en faisant le ménage du grenier pour faire la construction, j'ai trouvé des vieilles courtes pointes qui appartenaient à son beau-père, en fait, à la mère de son beau-père, bref. Puis, fait que ça m'a donné l'idée, en m'installant en même temps pour faire mes projets de couture, d'utiliser ces courtes pointes-là pour faire des vêtements, des vestes, plus précisément. Puis de là est venu un peu mon enthousiasme pour créer des vêtements
à partir de vieilles couvertures ou de courte pointe ou de matériaux que je trouvais en friperie. Puis, je suis une grande fan de magasinage en friperie. Fait qu'à chaque fois que je vais dans la petite section de fournitures puis que je trouve des belles choses, je ramasse ça. Fait que là, c'est comme s'il y avait un gros inventaire justement, de tissus, de fournitures. Puis, je m'amuse là-dedans intuitivement, là, à jongler puis à créer des choses selon mes envies du moment ou les ressources que j'ai à disposition. C'est ça. J'aime vraiment, comment dire, suivre en tout cas, l'intuition du moment parce que je trouve que ça me laisse plus de liberté. Puis ça travaille beaucoup plus ma créativité aussi parce que je suis pas dans un mode de répéter le même processus de production à chaque fois. Puis je fais juste tout récupérer ce que je peux quand ça me dit, quand ça me tente. Fait que c'est ça. Ça a commencé avec les vêtements faits avec les couvertures, les courtes pointes. Puis j'ai fait, je veux dire, je me renseigne beaucoup, je fais des recherches sur le textile. Puis il y a quelques années, là, j'ai trouvé le mouvement Fiber Shed. Puis ça m'a vraiment inspirée, dans le fond, à retourner aux sources du textile, puis à me poser des questions à savoir, de créer mon propre textile aussi. C'était comme la meilleure façon pour moi de savoir qu'est-ce qui est dedans, puis de savoir si c'est un textile qui va redonner au sol, qui va être compostable et qui ne fera aucun impact au niveau environnemental. Fait que j'ai décidé, dans le fond, de m'inscrire. En ce moment, j'étudie en horticulture dans mon coin à Huntingdon. Puis c'était vraiment pour essayer de faire un pont justement entre l'agriculture puis le textile. Puis l'agriculture, bien évidemment, il y a les productions, par exemple, je sais pas moi, de lin, de chanvre, de coton un peu moins ici, mais je pense que c'est faisable à petite échelle. La laine, évidemment, de réutiliser les pertes de la production de viande, ça m'a vraiment intéressée. Puis aussi, tout l'aspect de teinture naturelle, évidemment. Fait que, puis c'est vraiment agréable, le cours, ça me donne vraiment des bases pour comprendre justement comment produire puis d'avoir des bonnes récoltes à ce niveau-là. Puis aussi, justement, d'identifier des plantes, puis d'être capable après ça d'aller dans un environnement naturel, par exemple, puis de dire, cette plante-là, je peux l'utiliser pour teindre, mettons, un tissu que j'ai à la maison, ou même une plante, je sais pas moi, de l'ortie que je pourrais utiliser pour faire un panier, puis tresser le panier, puis tu sais, c'est vraiment, dans le fond, l'objectif pour moi, c'est vraiment de rassembler beaucoup de savoirs très diversifiés pour qu'ensuite j'ai vraiment une grande possibilité de créer avec beaucoup de choses. Oui, je vois dans ton processus que le but, c'est d'être le plus autonome, de ne pas justement être obligé de faire provenir tes textiles d'outre-mer. Un rapport, dans le fond, quand tu dis récupérer, c'est de prendre qu'est-ce qu'il y a à disposition, puis comme de meubler, puis de nourrir ta création avec qu'est-ce que tu as sous la main. Exactement. Puis, les matières naturelles, on peut les cueillir en forêt, mettons, mais ça peut être aussi des matières naturelles qu'on peut récupérer parce que, je sais pas moi, il y a eu une coupe dans une forêt, puis là, il y a des résidus de, je sais pas moi, des rondelles de bois pour faire des matériaux. Puis là, j'ai commencé à toucher un petit peu au bois parce que mon copain est charpentier menuisier. Puis lui, dans le fond, récupère les restes de bois qu'ils ne peuvent pas utiliser sur les chantiers.
Puis, sous ma direction artistique, je le pousse à créer des objets qui fit avec plus mon univers, mais aussi son univers à lui. Fait qu'on on crée des outils quotidiens là, tu sais, qui nous servent. C'est aussi ça, je pense. J'aime bien créer quand il y a un besoin à la base. Puis c'est comme le fun de dire, OK, on a un besoin, on a ces matériaux-là à notre disposition, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peu comme ça aussi que je me suis lancée là, dans le tannage de peau de mouton. Puis j'ai aussi fait du tannage de peau de saumon. Puis cette idée-là, justement, c'est ça, comme t'expliquais, là, d'autonomie, de vraiment d'être dans une situation où il faut faire avec. Oui. C'est vraiment mon moteur de création. Je pense que ça a toujours été ça. Même à Montréal, quand j'habitais là pour les études, avec ma coloc, on avait fait un projet qui s'appelait Sans habits. Puis c'était en lien avec une réflexion que j'avais eue par rapport aux personnes en situation d'itinérance, puis de l'aspect esthétique du vêtement, puis de comment, avec les ressources qu'ils ont, sont capables de quand même créer parfois un habit qui est esthétique, mais qui correspond à leur goût puis à leurs envies. Parce Leur identité. Oui, c'est ça. Puis ça m'intéressait vraiment beaucoup parce que en design, quand j'étudiais le design, les personnes en situation d'itinérance m'influençaient vraiment beaucoup au niveau, tu sais, des textures, du visuel, parce qu'il y a beaucoup, tu sais, de mix and match qu'autrement tu ne verrais pas. Fait que oui, à Montréal, cette réflexion-là m'habitait aussi. Puis à chaque fois que je change d'environnement, c'est ce qui m'habite aussi. Puis là, j'ai travaillé aux îles de la Madeleine pendant 4 étés. Puis aux îles de la Madeleine, c'est vraiment intéressant aussi parce qu'ils fonctionnent un peu de cette façon-là. Tu sais, ils sont sur une île, ils ont des ressources, il faut qu'ils gèrent les matières résiduelles. Puis c'est vraiment, je trouve, ancré dans la culture des Madelinots de la débrouillardise, tu sais, la débrouillardise dans la collectivité, d'aller chercher de l'aide parce que quelqu'un, mettons, je sais pas moi, est plombier ou menuisier, puis tu as besoin de cette personne-là pour venir l'aider sur un projet, mais aussi en termes de matériel, il y a tellement d'échanges puis de communication pour la réutilisation, puis ça m'a vraiment inspiré beaucoup, ça. Et on voit aussi que, tu sais, ton intérêt d'aller vers les plantes, les connaître, tu sais, ça fait beaucoup penser à une économie circulaire parce que tu penses déjà à la finalité de ton produit. Fait que si tu connais bien son origine puis sa composition de ton textile, tu peux facilement après ça prévoir sa fin. Ça, est-ce que c'est quelque chose comme dans Rue Bernadette que tu veux vraiment comme prolonger, que tu veux vraiment comme pouvoir déjà prédire la fin de chaque objet que tu crées? Oui, définitivement, c'est sûr. C'est ça, l'objectif, c'est comme tu dis, de créer quelque chose qui est cyclique. Puis, tu sais, on l'apprend à l'école ou tu sais, avec mes expériences dans le jardin que c'est ça, tout revient à la terre, là. Je veux dire, l'objectif, c'est de prendre ce que la terre nous offre, mais aussi de la renourrir. Puis je trouve que Rue Bernadette, c'est il n'y a pas nécessairement un objectif, justement, tu sais, de créer puis de produire pour pouvoir offrir un produit à une clientèle. Quand j'ai la possibilité de le faire, le temps et les ressources, je le fais. Mais je pense aussi que c'est comme un peu un projet aussi pour inspirer les gens, à leur montrer mes expérimentations puis à dire, c'est possible de faire ça. Mettons, si tu achètes du saumon à la poissonnerie ou à l'épicerie,
tu sais, la peau, oui, tu peux la mettre au compost si tu veux, mais tu peux aussi faire un projet de tannage puis te créer un accessoire avec qui va durer longtemps, tu sais. Puis c'est des savoirs qu'on n'a pas accès vraiment facilement. Puis j'ai quand même fait beaucoup de recherches pour avoir accès à ça. Au Québec, il y a il y a les primitifs là, dans le fond, c'est une école justement qui est axée sur la survie, qui donne des cours super intéressants à ce niveau-là. Puis sur les réseaux sociaux, les projets que je suis aux États-Unis, en Colombie-Britannique aussi, j'ai trouvé dans le fond des filles qui, à cause de la pandémie aussi, ils donnaient des ateliers de groupe pendant les fins de semaine, mais là, qui se sont mis à faire ça de façon virtuelle. Fait que j'ai sauté sur l'occasion. Ça m'a permis d'apprendre plein de trucs bien intéressants. Ça me fait rire le terme Ouais. survivaliste parce que, tu sais, je me dis, c'est survivaliste, mais en fait, c'est des choses qu'on fait au quotidien. C'est juste on a créé des outils comme la machine à laver pour le faire à notre place, mais en fait, c'est juste de reprendre conscience, d'apprécier, dans le fond, le fait de combler ces besoins-là au quotidien, que ça ne devienne pas des corvées, mais plutôt comme des tâches qui nous rapprochent de qui on est, c'est quoi, dans le fond, qu'on désire, prendre soin de l'environnement autour de nous, de nos objets. C'est une manière, dans le fond, de comme prendre soin de nous. Fait que ça me fait rire qu'on parle de survivalisme alors que comme c'est juste une manière de bien vivre dans ma tête, de prendre conscience de ces tâches-là. Oui, tout à fait. Puis il y a une notion de temps qui est vraiment importante dans l'idée de survie parce que tout prend excessivement de temps. Puis je trouve que on est plusieurs, puis je pense que notre génération veut ralentir, que ce soit dans le slow fashion, le slow food. Il y a tellement de mouvements qui vont à contre-courant finalement de nos métiers puis de la culture dans laquelle on évolue. Exactement, oui. Puis c'est ça, je trouve que ça nous mène à, tu sais, si on réduit dans le fond cette idée-là de devoir produire puis de performer tout le temps, ça nous laisse plus de temps pour faire des projets qui récupèrent ou qui, de créer nos propres choses, c'est vraiment un sentiment, c'est vraiment satisfaisant en fait, d'avoir cette liberté-là. Oui, valorisant, exactement. Oui, puis en plus, tu l'as fait de tes mains, puis tu le sais que ça va avoir un faible impact sur ton environnement autour de toi. Dans mes recherches, là, justement, avec ce qui était possible de faire au niveau du cuir, j'ai trouvé... je me suis intéressée au tannage de peau de mouton parce que c'est ça que j'avais dans mon environnement le plus près. On a quelques fermes dans le coin. Puis, c'est ça, j'ai contacté des fermes, je suis allée à l'abattoir chercher les peaux. Déjà ça, c'était une expérience intéressante, mais aussi un peu choquante de voir justement les restes de peau dans les poubelles qui pourraient devenir du cuir ou en tout cas plein de matières vraiment intéressantes. Mais un des projets que j'ai fait, c'est ça, c'était de commencer avec des matières de seconde main. Par exemple, il y a une veste en particulier, j'avais trouvé un métrage de laine en friperie. Puis j'ai utilisé mon compost pour faire de la teinture. Ça s'appelle, je pense, Bundle Dye. Fait que dans le fond, tu fais juste appliquer plein de feuilles, de fleurs. Tu peux saupoudrer des choses. En tout cas, tu y vas de façon créative. Puis tu roules tout ça. Puis il faut le steamer, dans le fond, sous la vapeur. Donc, les plantes teignent avec un imprimé. Fait que j'ai fait ça
en utilisant un peu ce que j'avais dans mon frigo, dans mon compost, juste pour faire un test. Puis ça a vraiment donné quelque chose de chouette. Puis j'ai aussi contacté à Huntingdon, on a une fleuriste qui s'appelle De Fleurs en Filles. Puis une fois, j'avais été chercher ces retailles de fleurs parce que, tu sais, il y a quand même beaucoup de pertes là, avec les fleuristes. Là. Dès que les fleurs sont plus belles, il faut qu'ils s'en débarrassent. Donc, moi, j'ai été comme chercher un gros sac de plein de pétales, de feuillage. Puis j'ai refait le même principe là, de bundle dye. Fait que c'est ça, dans le fond, on dirait qu'à chaque fois que j'ai un tissu, je me laisse un peu inspirer. Puis là, je me dis, essayons ça, tu sais. Puis quand je tripe sur quelque chose, ben, je vais essayer de le répéter. Mais c'est ça. Puis sinon, la production de vêtements, tu sais, je suis vraiment passionnée par le vêtement, mais je sentais comme une pression à produire, puis tu sais, de vraiment le commercialiser, puis de faire de la production, puis je sais pas, je me sentais comme pas confortable avec ça, puis on dirait que le fait de devoir dire aux gens, ben voici un vêtement que j'ai fait, vous pouvez l'acheter. Je sais pas, cette pression-là d'acheter, ça, j'ai encore de la misère avec ça. Puis c'est pour ça un peu que je me suis dirigée, ben j'essaye tranquillement de me diriger vers plus de la construction textile, dans le fond. Puis de récupérer des matériaux que j'ai pour créer des textiles. Donc, j'ai de là l'expérience de tannage de peau, de mouton, puis aussi avec la peau de saumon. Ça, dans le fond, j'ai fait quand même beaucoup de recherches pour trouver comment m'y prendre parce que à travers le monde, il y a comme tellement de techniques différentes, dépendamment de l'environnement, de la température. Fait que c'est vraiment des recherches personnelles que j'ai faites sur YouTube, Internet. J'ai suivi aussi des cours vidéo en ligne avec quelques écoles en Colombie-Britannique. Puis c'est ça, je pense que faut vraiment l'essayer, là. Ça fonctionne beaucoup au feeling, le tannage, tu sais, de voir où la peau est rendue dans le séchage, dans l'absorption des gras. Le poisson, en fait, c'était de la peau de saumon. Moi, j'avais découvert Janie Chan, je pense. C'est, dans le fond, elle vient de Colombie-Britannique, puis elle est vraiment passionnée par la pêche. Puis elle s'est mise, dans le fond, à tanner les peaux de poisson qu'elle pêchait. Puis elle a fait des cours un peu là, pour avoir ces skills-là de plus ancestrales. Puis elle a commencé à donner des cours en ligne. Donc, je me suis inscrite. Puis évidemment que j'aimerais ça pêcher mon poisson éventuellement. Mais là, c'était ma première ressource, c'était vraiment ce que j'avais le plus près. Fait que c'était du poisson de l'épicerie. mais quand même, je trouvais ça cool de pouvoir récupérer ça. Tu sais, on peut le mettre au compost, mais il peut quand même avoir une vie encore plus longue. Tu sais. Puis ça, en fait, le tannage de peau de poisson, ça s'est fait avec... ben, c'est une des techniques, mais c'est avec du thé. Donc, c'est une solution de thé concentrée. Puis la peau marine là-dedans pendant quelques jours. Il faut vérifier un peu son état, puis brasser. Puis après ça, il y a toute l'étape d'assouplir la peau, dans le fond, en séchant pour que ça reste très malléable. Fait que ouais, il y a cette expérience-là aussi que j'ai eue. Après ça, ben, j'ai aussi la communauté ici à Armstrong est vraiment chouette. Dès que je me suis présentée un peu aux gens, au fil de mes rencontres, j'ai expliqué que ben, je faisais de la couture, que j'essayais de récupérer des textiles. Et j'ai plein de dames qui, dans leur plus jeune temps, faisaient vraiment beaucoup de
de couture, de broderie, de tricot. Puis ils m'ont légué, en fait, tellement de tissus puis de matériel. Puis j'ai eu des commandes, en fait, de vêtements sur mesure aussi dans des tissus qu'eux avaient à la maison. Puis que des projets qui restaient sur la table, tu sais, qu'ils n'avaient jamais eu le temps de faire. Mais il y en a un, j'ai fait un ensemble de lin, pantalon, puis camisole. Dans le fond, c'était un couvre-lit en lin qu'elle avait trouvé en friperie. Donc, j'ai réutilisé ça pour y faire son ensemble. Plein de petits projets comme ça qui sont vraiment différents. Puis, comme je disais au début, tu sais, qui me gardent active, là, créativement. Le printemps dernier, c'est ça. J'ai fait le tannage de peau mouton, puis j'en ai tanné 3. Puis il y a une des peaux qui a plus ou moins bien réussi. Donc, j'ai en fait coupé, rasé toute la laine qu'il y avait sur cette peau-là. Puis je suis en train de faire un projet de feutrage avec. Fait que ouais, c'est la première fois que je teste ça, mais ça fonctionne bien. Là, je suis en train de tout carder. J'ai tout nettoyé. Je suis rendue à l'étape du cardage. Le feutrage va arriver éventuellement. Mais j'ai vraiment beaucoup de matière, étonnamment, là, sur une peau. C'est quand même impressionnant la quantité de laine. Justement, avec la conférence dont je te parlais avec Night City, c'est en Alberta. En tout cas, c'est une organisation qui fait la promotion de la laine au Canada. Puis, il expliquait que il y a plein de tests et de recherches qui se sont faites comme quoi la laine est super bonne pour mettre dans le jardin. Dans le fond, ça aide vraiment à la rétention d'eau, puis ça redonne des nutriments au sol. Fait que je pense qu'avec les résidus de laine que je ne suis pas capable d'essayer de feutrer ou qui sont moins beaux, ben je vais juste mettre ça dans mon jardin, trouver une façon d'utiliser ça pour ça. Puis aussi, même dans cette conférence-là, encore une fois, j'ai découvert que l'eau, dans le fond, qui est utilisée pour laver la laine en industrie ou à petite échelle, pourrait être réutilisée dans les champs d'agriculture parce qu'elle a encore les mêmes... c'est ça, ça donne... encore une fois, là, des nutriments. Puis il y a beaucoup de matières végétales aussi, tu sais, qui restent, les débris dans la laine. Fait que ça nourrit le sol aussi. C'est bien intéressant comment juste, tu sais, à quel point ça peut aller loin l'utilisation d'une seule matière. Mm-hmm. On faisait ça avant au Québec, je veux dire, on était un moteur textile en Amérique du Nord, là. Donc, c'est dommage qu'on l'ait perdu, mais je pense que on travaille dans le bon sens. Tu sais, moi, d'ailleurs, là, ce que je trouve intéressant dans ton projet, puis là, le fait que tu m'en parles, c'est justement que Rue Bernadette, ça soit ça, tu sais, tu sensibilises les gens, puis tu t'attires les gens vers ces types de processus-là, autant pour la consommation que pour la production. Puis moi, je serais intéressée, tu sais, comme à suivre ton processus puis tes essais, tu sais, que ça soit ça que je consomme, dans le fond, au lieu nécessairement de consommer, tu sais, que tu offres vraiment plein d'habits, que ça soit tous ces processus-là. Ben, tu vois, ça me fait vraiment plaisir que tu dises ça parce que, je sais pas, j'ai encore cette, je sais pas, une pression, là, qui me vient de je sais pas où, tu sais, justement, d'avoir un projet qui est plus en lien avec la production ou une marque. Mais ça n'a pas vraiment besoin d'être ça. Puis, je me rends compte qu'il y a un impact chez les autres, justement, juste par le fait que je partage ce que je fais. Puis, tu sais, nous, dans notre... on est quand même, je pense, dans une bulle là, de gens qui sont sensibilisés à ça, puis qui ont des expériences dans l'industrie du textile ou autre. Puis, mais il y a des gens qui en ont jamais entendu parler non plus, puis qui ne savent pas c'est quoi les options.
c'est important qu'on le partage, c'est à plus grande échelle. Puis, tu sais, oui, dans mes abonnés sur Instagram, j'ai l'impression que j'ai une partie des gens qui travaillent dans le textile, mais aussi des amis, mettons, je sais pas, là, du secondaire, qui ont vraiment, qui travaillent vraiment dans un univers différent. Puis c'est comme, ah, mon Dieu, ils sont vraiment fascinés là, par tout le processus. Même nous, dans le milieu, des fois, on est déconnecté de la matière première parce que, en fait, la plupart des artisans, même des designers, leur matière vient d'ailleurs. C'est ça. Puis tu vois, ça a toujours été un désir pour moi de pas nécessairement être le designer puis d'avoir les idées créatives, mais d'être la personne dans l'atelier qui sait comment ça se crée puis que ça fonctionne. T'sais. Au début, j'ai voulu être la designer. Après ça, j'ai voulu être la couturière pour comprendre comment le vêtement se fait. Puis là, je suis la couturière, mais là, je veux comprendre comment le textile se fait. Fait que là, je redescends vraiment comme à la source parce que je pense que ça nous rend meilleurs créateurs si on comprend vraiment la base puis comment les matériaux avec lesquels on travaille sont faits. Puis ça, ouais, je trouve ça bien inspirant. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les métiers. Puis ça fait deux diplômes professionnels. Puis si je pouvais, j'y ferais tout. Parce que j'adore ça, là. Que ce soit le bois, le textile, l'horticulture. Puis, je sais pas, je pense que le rêve ultime, ce serait d'avoir une genre de ferme expérimentale où il y aurait des moutons, un jardin de plantes tinctoriales, un jardin de légumes aussi. Puis, je sais pas, d'avoir justement du lin ou du chanvre au champ qu'on peut faire tout le processus. Puis, fait que, ouais, mon objectif, c'est vraiment ça, en tout cas. Fait que j'essaye d'aller trouver des expériences qui pourraient me guider là-dedans, puis dont je pourrais apprendre. Merci beaucoup. Merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi. C'était vraiment agréable. Je vous remercie d'avoir encore une fois été des nôtres et je vous invite à partager notre balado et à devenir membre Patreon pour nous aider à aller à la rencontre du savoir-faire. C'était Noémie Vido-Mayette de Collatéraux et on se dit à bientôt dans un prochain épisode.